tous les gros médias appartiennent au service public qui est très inféodé au pouvoir et à 4 ou 5 milliardaires pour qui l'information est un trafic d'influence. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes personnes qui se cooptent entre eux, qui s'invitent entre eux. BHL, c'est quand même un truc incroyable, BHL. C'est quand même un type qui raconte quand même des conneries dont les livres se vendent pas. Mais il est invité tout le temps, partout. Dès que tu vas t'attaquer aux vendeurs d'armes, au nucléaire, aux banques et à la finance internationale, où tu te prends des procès. Donc ça devient très difficile et très compliqué d'informer là-dessus. Et moi, ils m'ont fait 10 ans de pression, quoi, puisque j'ai eu ces 60 procédures judiciaires contre moi. Ça a été à la fois un moment effectivement douloureux, ça a été très compliqué, mais en même temps très formateur, parce que ces gens-là ont voulu m'acheter. Il y a des Français qui ont faim aujourd'hui, des familles qui peuvent plus donner à manger à leurs enfants, et à côté, tu as des familles qui vont vivre en Belgique, qui payent plus l'impôt, etc. Et cette inégalité-là, c'est quand même le creuset de tout. En termes de politique étrangère, depuis Macron, c'est plus que dramatique, quoi. La voix de la France, elle avait quand même un peu de poids. Là, le conflit entre Israël et Palestine, la France est devenue un paillasson. Denis Robert, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, tu es un journaliste, tu as révélé notamment l'affaire Clearstream au grand public. Tu es l'auteur d'une vingtaine de livres, d'essais, de romans, de bandes dessinées et d'une dizaine de documentaires. Et en 2021, tu as lancé Blast, qui est un site et une web TV autofinancée dont tu diriges la rédaction. Alors, tu es journaliste depuis 40 ans, c'est une profession que tu connais sur le bout des doigts. Tu as travaillé dans de grandes rédactions mainstream comme Libération pendant 12 ans et aujourd'hui, tu es donc le fondateur de Blast. Comment est-ce que tu perçois l'évolution du journalisme et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Bah, une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'aventure de Blast, c'est parce que j'étais catastrophé par l'état du journalisme, mais pourtant je suis un... Même quand j'écris des livres, je lis beaucoup, je suis très connecté à l'actualité. Et pour moi, le déclencheur, ça a été les gilets jaunes, c'est-à-dire la manière dont ce mouvement, j'habite pas Paris, donc j'ai très vite compris à quel point les gilets jaunes, c'était un mouvement populaire important, qui n'était pas du tout ce que décrivaient les médias. Et j'ai trouvé vraiment atroce la manière dont la télévision, les journaux, y compris Le Monde, Libération, la presse de gauche, enfin, etc., traitaient de ce mouvement, en l'associant à quelque chose d'extrême droite, en se moquant d'eux. Enfin, il y a eu tellement de phrases qui ont été dites des gilets jaunes, alors que c'était une misère sociale, quoi. Il y avait une sorte de catastrophe dans le pays et il y avait un aveuglement des médias par rapport à ça. Et moi, j'ai une vie plutôt confortable, mes livres que tu as cités, des droits d'auteur, j'écris, je fais des toiles, j'avais une vie, voilà, et j'étais plus à l'aise avec cette vie. C'est-à-dire, je pouvais pas rester dans ma chambre close à essayer d'être un styliste, d'écrire des phrases, etc. Il fallait que je sorte, il fallait que je revienne au journalisme. C'est marrant d'ailleurs parce que j'ai 66 ans, donc c'était comme un retour sur ce que j'avais fait au début. C'est-à-dire, quand j'entre à Libération, j'ai 24, 25 ans. Après, il y a toute la période des livres, etc. Et là, à un moment donné, j'ai eu le besoin, enfin, et les circonstances aussi, qui m'ont amené à reprendre des médias. Et je me suis dit, bah, si je veux me regarder dans une glace, il faut que je suis pas tout seul, hein, mais il faut qu'on crée un média qui ressemble à ce que j'ai envie de lire, d'entendre, de voir. Et voilà, quoi. Il y a un auteur que tu connais bien, Noam Chomsky, qui a théorisé la fabrication du consentement et qui a passé des années à décortiquer la propagande médiatique aux États-Unis. Depuis, l'idée que la propagande n'est pas réservée qu'aux dictatures a fait du chemin. C'est quoi pour toi la propagande? Bon, d'abord, Chomsky, pour moi, ça a été un moment vraiment déterminant dans ma vie puisque, je suis un des premiers en France à avoir fait un livre avec lui
Et il y a eu un avant, il y a des choses qui m'ont marqué. Par exemple, le jour où j'ai lu Truman Capote de sang-froid, ça a changé ma vie. Il y a plusieurs choses, mais ce qui a changé ma vie et ma manière de voir le monde, c'est aussi quand j'ai vu La fabrique des illusions nécessaires, enfin le Manufacturing Consent de Chomsky, quand j'ai vu ce documentaire réalisé par deux auteurs canadiens. J'ai compris des choses que j'avais pas encore compris, quoi. Et justement sur la question de la propagande. Donc ce type essayait, enfin Chomsky explique assez bien que le journalisme ou la communication, enfin tous ces métiers-là, quand tu commences à les analyser, les présupposés qu'il y a derrière, quand tu les mets à nu, ils s'effondrent. C'est un peu une des idées fortes, je trouve, de Chomsky. Et le fait de l'avoir rencontré, d'avoir fait ce livre avec lui et d'avoir eu beaucoup de mal d'ailleurs à l'éditer à l'époque. Le livre avait été refusé dans les grosses maisons d'édition qui, aujourd'hui, Fayard, par exemple, réédite du Chomsky, alors qu'à l'époque, il disait Chomsky antisémite. Enfin, on est passé par là. Je me souviens que quand j'ai écrit le livre Les 2 heures de lucidité, enfin, le livre d'entretien que j'ai fait avec lui aux arènes, il y a eu un édito de BHL, l'inénarrable BHL, dans Le Point, il a fait un truc sur Chomsky, l'antisémite, etc., quoi. Et donc, je te remercie parce que c'est grâce à ton livre, 2 heures de lucidité, que je l'ai découvert. Et en effet, pour moi aussi, ça a été une vraie révélation. Et il n'est pas pour rien dans le fait que je sois là aujourd'hui et qu'Elucide existe. Je voudrais aussi qu'on pense à l'éditeur, parce que tu as fait un gros travail pour faire connaître Chomsky en France. Mais comme tu disais, tu ne trouvais pas d'éditeur. Un éditeur t'a suivi, c'était Les Arènes et Laurent Beccaria en particulier. Il ne faut pas oublier que voilà, s'il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de savoir. Alors, je vous renvoie aussi sur le site Elucide. On vous met le lien en description où vous trouverez la synthèse du livre 2 heures de lucidité, donc les entretiens de Denis avec Noam Chomsky, pour découvrir Noam Chomsky si vous ne le connaissez pas. Et ça vous donnera, j'en suis sûr, envie de lire le livre après. Ce qui me fait toujours marrer, récemment, on a une émission à Blaze qui s'appelle Rhinocéros. Usul et ils ont un peu allumé France Info. Tu sais, Les Informés, toutes ces émissions-là. Et on a eu une lettre d'une rédactrice Publicité mensongère, ça. une rédactrice en chef de France Info nous a écrit en disant, en gros, bon, je comprends pas pourquoi vous nous attaquez. On est libre à France Info. Nous, ce qui compte, c'est les faits, rien que les faits. Pas de commentaires, etc. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que cette personne, je pense qu'elle était sincère. Ah, mais ils sont Elle toujours a sincères. l'impression qu'elle est libre, qu'il n'y a pas d'idéologie dans ce qu'elle dit, alors que c'est libéral. Enfin, je veux pas. C'est son idéologie, donc pour être Bien sûr. naturel. Et France Info, c'est pas c'est pas le pire média, hein. Il y a des tas de choses. Moi, j'aime beaucoup leur site. Il y a il y a des journalistes très intéressants à France Info, mais des émissions comme Les Informés ou c'est toujours les mêmes personnes. C'est vraiment les informés dans un cercle très réduit, quoi. Et ça, c'est de la propagande. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes personnes qui se cooptent entre eux, qui s'invitent entre eux, enfin, je veux dire, tu regardes, ça n'a pas beaucoup changé depuis 10, 12, 15 ans en France. C'est quand tu prends toutes les émissions, un peu de France Inter le matin, France Inter. Maintenant, comme il y a CNews, donc on a l'impression qu'ils sont à gauche, mais bon, je demande à voir. Il y a comme une sorte sur l'idée de la gauche, il y a quand même un glissement, quoi. C'est-à-dire, tu vois bien que je veux dire, Manuel Valls, il est d'extrême droite, quoi. Par exemple, le Printemps républicain sont devenus tous des fachos. Enfin, ils ont des propos qui sont d'une outrance et donc ces gens-là, enfin, quand tu vas dans les médias mainstream, tu as l'impression que ces gens-là, comme ils ont été au PS un jour, ils sont de gauche, quoi. Enfin, Au niveau de la propagande, est-ce que pour toi, il y a une propagande made in France? Est-ce qu'il y a des spécificités en France, des mécanismes qui ne seraient pas tout à fait les mêmes qu'aux États-Unis? oui, parce que en France, tout ce qui s'édite et tous les gros médias appartiennent au service public qui est très inféodé au pouvoir et à 4 ou 5 milliardaires pour qui l'information est un trafic d'influence, est un moyen d'exister et pas de gagner de l'argent, si tu veux. C'est pas il y a pas de, à part le Canard enchaîné. Je sais pas, il y a très peu d'exemples. Bon, il y a Mediapart maintenant sur Internet, mais autrement, tous ces médias mainstream appartiennent, on les connaît, quoi. Arnaud, Pinault, Bouygues, Dassault, enfin, etc. Donc, ce sont des gens
qui ont besoin de marchés publics et de contrats avec l'État pour exister, quoi. Et ça, c'est une spécificité française. En Allemagne, on n'a pas ça, en Italie, on n'a pas ça, en Espagne, on n'a pas ça, aux États-Unis, on n'a pas ça, mais aux États-Unis, c'est pas, enfin, il suffit de lire Chomsky pour voir que c'est aussi une autre forme de propagande, quoi. Mais là, la propagande en France, c'est pour ça que ça me fait assez marrer sur quand tu écoutes les débats et quand tu écoutes les éditorialistes ou ceux qu'on appelle les éditocrates, quand tu vois, mais il y a des types, il y a des types pour qui, enfin, tu veux dire, qui ont une parole beaucoup plus libre que d'autres, tu vois, qui peuvent exister même, mais je jette pas le bébé avec l'eau du bain, quoi. Par exemple, un mec comme Apathy, que je regarde des fois à quotidien, je trouve il dit comme tout le monde, il dit des conneries, mais il dit aussi des choses intelligentes. Par moments, je me dis, tiens, il a raison, je suis d'accord, quoi. Mais quand je regarde Léa Salamé le soir, là, je suis toujours édifié par le niveau quand même très faible, ce mélange de people et de fausses informations. Tu as l'impression qu'il y a une sorte comment dire, comme s'il y avait une liberté alors qu'il n'y en a pas du tout, quoi. Enfin, je peux énumérer, hein. C'est marrant parce que France Inter, tu vois, ils sont très attaqués. Enfin, quand tu vois la manière dont c'est repris en main aujourd'hui, Radio France, c'est absolument terrible. Et Guillaume Meurice, c'est le symptôme d'un mal qui est beaucoup plus profond, quoi. Niveau propagande, est-ce que tu regardes le journal télévisé et c'est quoi ton opinion dessus? D'abord, je trouve que le week-end de la Housse, j'y arrive plus. J'ai, je regarde assez peu finalement. Je me rends compte que pour Blast, je suis plus connecté sur les chaînes Tout Info. Je regarde pas mal CNews, quand je veux m'énerver ou quand je veux, voir le niveau de conneries du pays, je regarde CNews, quoi. C'est la manière dont d'ailleurs, CNews, et le groupe Bolloré d'une manière générale imprègnent le paysage médiatique, lancent des débats, lancent des thèmes et cetera. Tu sens là aussi qu'il y a une fabrication de polémiques et cetera, quoi. Et là, comment dire? L'émission la plus incroyable, un jour on prendra du recul, c'est quand même Pascal Praud et ce qu'il fait sur CNews, c'est hallucinant, quoi. Le type, il t'explique que c'est lui qui est le maître de la réalité et il est tout le temps dans un truc de persécution. Puis ses invités, quoi, c'est vraiment, c'est même plus d'extrême droite, c'est d'extrême connerie, quoi. C'est juste, moi, je suis assez fasciné par ça, quoi. Et les types sont là, enfin, ils se poussent du col, ils se sentent importants parce qu'ils commentent et tout. Voilà, quoi. Et après, les journaux, c'est trop grosse ficelle pour moi. Les journaux de 13 heures, des fois, je les regarde quand je suis à la maison et évidemment, il y a du magazine tout le temps. Les infos il y a très, très peu d'infos et les journaux de 20 heures, bon, des fois, il y a des trucs, l'œil du 20 heures à France Télévisions, il y a des trucs qui sont plutôt pas mal. Il y a des moments de décryptage, tu vois? Mais l'ensemble, pour moi, ça participe d'une propagande d'État qui promeut une société hyper libérale, qui quand même, il y a eu une campagne contre la France insoumise et contre Mélenchon qui est abjecte, quoi. On peut penser ce qu'on veut de lui. Enfin, je sais que maintenant, il est de bon ton de dire quoi qu'on puisse penser de Mélenchon sur le conflit Israël-Palestine. Il avait raison avant tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, il a eu raison de tenir bon, quoi. Et on a quand même eu un pays tout entier à 90-95% qui a essayé de nous vendre la propagande israélienne dans des proportions abyssales. J'étais en Italie, c'est pas du tout comme ça, quoi. Malgré Mélanie, en Espagne, évidemment, l'Espagne reconnaît la Palestine. Et en France, t'as toujours des donneurs de leçons comme j'ai écouté ces journées la dernière fois. Ils disent c'est pas le moment, etc. Mais ça sera quand le moment? Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. On a aussi l'impression que plus le temps passe, comment dire? Plus les ficelles sont grosses, en fait, plus on nous sort des narratifs des gentils contre les méchants, plus, il y a un décalage de plus en plus fort entre, le discours dominant et la réalité, de la vie des gens, quoi, qui se dégrade au quotidien. Est-ce que tu crois que, malgré tout, eh bien, ces discours, cette façon de faire, ça fonctionne encore? J'en ai bien peur, et moi, un de mes étalons, c'est mon père. Mon père a 89 ans, il vit seul, il regarde, beaucoup la télévision
Et, au moment de Zemmour et tout ça, alors qu'il y a pas de problème de racisme dans le village où il est, tu sens que ça infuse, c'est chez lui. J'ai des amis, je vais dans des bistrots à Metz ou quand je rentre le week-end, je discute et là, tu vois que la montée de l'extrême droite, Bardella va sans doute faire un gros score aux européennes, mais ce qui profile derrière, je pense que là, le plafond de verre de Marine Le Pen, elle est pas loin de le dépasser, quoi. Donc on n'a jamais été si près d'avoir quelqu'un de 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 d'extrême droite, et il y a il y a une sorte de basculement qui est en train de s'opérer grâce, à cause des médias de Bolloré. Le travail est fait d'une manière très efficace et je me suis, grâce, à Olivier Manoni qui est le traducteur de Mein Kampf, qui est un type que j'ai, quelqu'un un historien et un traducteur que j'ai invité à Blast et en lisant ses livres, je me suis évidemment beaucoup intéressé aux années 30. Alors j'atteins très vite mon point Godwin là parce que c'est vrai que quand tu fais le parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 30, tout de suite les types te disent: «Non attends, arrête de délirer, Marine Le Pen, c'est pas Hitler, enfin arrête de nous briser les cacahuètes avec ça». Mais en fait, si tu étudies un peu plus finement quand tu la chose, tu vois que à la fin des années 20, ce qui s'est passé en Allemagne, tu te dis: «Mais pourquoi la mentalité pourquoi les Allemands sont arrivés comme ça au nazisme? Ils y sont pas arrivés du jour au lendemain». Donc, moi, je suis pas historien, mais je lis, je me renseigne, et cetera. Ils ont un mec qui s'appelle Alfred Hugenberg, qui était, le patron de Krupp, donc une sorte de Bolloré de l'époque, un type qui avait plein de pognon, qui était milliardaire et qui s'est dit, qui était très anticommuniste, anti-bolchevique, et cetera et qui supportait pas la social-démocratie allemande, enfin ce que c'était même à l'époque. Et donc il a commencé à acheter des journaux et à se rapprocher de Goebbels à enfin, au début, il a acheté des journaux à sensation, des choses comme ça et il a vraiment voulu changer les mentalités des gens. Et il est même allé jusqu'à acheter, j'espère ne pas me tromper sur le nom, UFO qui était comment dire? La boîte de production de cinéma allemande la plus importante avec des studios et cetera et ils avaient leur Hanouna de l'époque qui s'appelle Zora Lander. C'était une comédienne danoise qui faisait tous les films de propagande allemande, quoi. Donc les studios de cinéma, les maisons d'édition, les journaux indépendants, pendant, 12-15 années, ils ont changé les mentalités du pays et Hugenberg pensait qu'il allait parce que lui après c'était une sorte de conservateur, il n'était pas fasciste, tu vois? Il était opposé à Hitler, c'était une sorte de conservateur très à droite, très la grandeur de l'Allemagne et cetera, mais il n'était pas dans le trip, uniforme, massacre des juifs, enfin c'était pas un type, il n'était pas sur ce truc-là, mais il s'est fait manger par Hitler et Goebbels qui était le propagandiste en chef, qui a fait la propagande est né avec un type comme Goebbels. Lui, comment dire? Lui, il a compris assez vite, parce qu'il était dans sa folie, il était assez intelligent et il a compris comment fonctionnait l'Allemagne et les mentalités allemandes, que ça servait à rien de faire parce qu'au début, il faisait de la propagande nazie sur les chaînes radio et cetera et petit à petit, il s'est dit: «Mais c'est pas la peine d'aller faire cette propagande, on va laisser les journaux d'Hugenberg faire le boulot, quoi». Avec des émissions un peu légères, avec, tu vois, il y avait beaucoup d'officiers allemands des types courageux, la race aryenne. Toutes ces choses-là, ça a mis 15-20 ans à infuser et c'est ça qui a amené Hitler. Donc aujourd'hui, ce qui se fabrique avec Bolloré et parce que quand tu le vois à l'Assemblée, quand tu vois les d'ailleurs je suis circonspect moi sur les missions d'enquête parlementaire. Je trouve qu'ils se sont fait enfumer mais de A à Z et c'était un triste spectacle. Mais quand même, pour répondre, excuse-moi d'être long sur fais tout cette digression, mais je pense que ça marche, Bolloré. C'est-à-dire que les mentalités sont en train de changer profondément, y compris chez les jeunes, quoi. Et ça nous amène, pour l'instant, Bardella, tu as l'impression que c'est une espèce de type, une sorte de zombie, comme ça, quand même, il dit rien, quoi. Et Marine Le Pen se planque, mais derrière, il y a du lourd quand même. Il y a quand même des gens qui, tu vois, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu de manif nazi à Paris, qu'on autorise, et cetera. Donc moi, j'ai une grande inquiétude par rapport à ça et je trouve que les gens qui ont une vingtaine d'années ou même dans les lycées sont pas armés en ce moment, intellectuellement pour contrer cette propagande-là. Et justement, qu'est-ce que tu penses du rapport entre les journalistes et le pouvoir?
Écoute, j'allais dire, ils sont inféodés, quoi. Il y a quelque chose qui m'étonne sur le respect que ces gens-là peuvent avoir d'une manière générale. Après, il y a des bons journalistes, y compris dans les médias mainstream, partout, mais il y a une sorte la propagande opère aussi parce que ces gens-là sont sensibles aux flatteries, quand Macron emmène dans son avion des journalistes qui vont en Nouvelle-Calédonie, etc., bah, il sait qu'il va avoir un traitement favorable et ça marche partout comme ça. La manière dont Attal a été vendu, c'est quand même extraordinaire. Et ça, tu vois qu'il y a des journalistes de cour, quoi. Il suffit de lire Acrimed. Acrimed, on fait une émission avec eux sur Blast. Ils sont très, très pointus. Ça fait des années qu'ils nous informent là-dessus. Alors évidemment, les médias mainstream les aiment pas. Mais même moi, d'ailleurs, médias mainstream, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un terme trop générique, quoi. On peut dire des médias dominants, mais ces médias sont plus. Il y a un éclatement quand même. Aujourd'hui, tu as une presse d'extrême, des médias d'extrême droite, quoi, qui véhiculent des valeurs qui sont des valeurs d'extrême droite, l'inégalité, le racisme, l'anti-islamisme. Je veux dire, moi, le grand remplacement, c'est une grande connerie, quoi. Ça n'existe pas, le grand remplacement. C'est enfin, je veux dire, c'est tellement évident, quoi. Mais il faut le dire et le répéter, quoi. Les types, ils prennent des statistiques dans des villes et ils en font parce que je me souviens de la une de Causeur. Et après, ils ont fait tous les plateaux télé là. Et surtout qu'ils sont assez puissants maintenant. Il y a ce journal, comment il s'appelle, le Livre Noir, là. Ils te font une... Livre Noir, c'est vraiment de la merde, quoi. Il y a une fille qui a fait une enquête où elle a infiltré les milieux d'extrême gauche. Tu parles d'un courage. Et le papier, il y a 30 ou 40 pages dans le Livre Noir. Moi, je l'ai acheté, j'ai fait cette connerie-là d'acheter. J'ai lâché 15 € pour ça parce que je m'intéresse aussi à ce qui se pratique et ce qui se dit, parce que l'extrême droite aussi gagne au niveau culturel. Et dans cette fameuse enquête, c'est bullshit, quoi. Il n'y a rien sauf une chose, des panneaux d'affichage partout, la fille invitée sur les plateaux, ça suscite des débats. Et les débats, comme personne ne lit, comme personne vérifie, ça infuse dans le service public, ça infuse dans les autres journaux, etc. Et c'est là où tu te dis, putain, ils sont en train de gagner la partie, quoi. Oui, mais c'est surtout qu'on voit les journalistes reprendre sans arrêt les éléments de langage du gouvernement ou de ne pas les critiquer ou de les endosser. J'ai eu envie de partager quelque chose parce que ça m'a un peu frappé il y a 2 semaines quand Netanyahou en a annoncé une demande de poursuite de la Cour pénale internationale contre lui. C'est pas évident parce que quand même ça fait des mois qu'on nous explique que le type c'est un saint homme alors qu'il est bientôt quand même peut-être à La Haye pour crime contre l'humanité. Donc c'est quand même pas simple à dire comment on essaye quand même de rabibocher sur ça va bien se passer. Donc il y a des éléments de langage et je te propose de les voir ici. Alors ce qui était très drôle, c'est que le jour de l'annonce, il y a Netanyahou qui fait un discours et quand on a écouté un peu, évidemment, sa seule défense a été essayer d'attaquer le procureur de la Cour pénale en expliquant qu'il faisait une équivalence morale. Il a sorti le mot d'équivalence parce que... Entre le Hamas et... Oui, parce que pour mémoire, ce qu'a fait le procureur pour ne pas être accusé justement de prendre parti, eh bien, il a dit, bon, voilà, moi, j'ai enquêté sur des crimes du Hamas, donc je pense qu'en effet, c'est des crimes contre l'humanité, il faudrait les poursuivre, et puis... On m'a informé de crimes d'Israël, j'ai regardé, je pense que c'est des crimes contre l'humanité, il faudrait les poursuivre. C'est tout, il n'a rien dit de plus. Il a dit, bon, je pense qu'il faut poursuivre les deux. Et on voit que Netanyahou sort le mot d'équivalence en disant, regarde, on essaie de faire une équivalence, de dire qu'Israël et le Hamas, c'est pareil. Alors, le type n'a rien dit, il dit, bon, il y a des crimes, quoi, c'est des crimes individuels, après, je ne les poursuis pas. Il sort ce mot d'équivalence. Bon, c'est drôle, il fait ce qu'il veut. Et après, ce qui est très drôle, c'est comment ça s'est embrayé. Parce que vraiment, quand on lit, il ne peut pas venir naturellement déjà à l'idée qu'il y a une équivalence entre les deux, il n'y a pas ça dans le rapport. Et surtout, le mot équivalence, enfin, je sais pas, on ne l'emploie pas tous les jours quand même, c'est bizarre. Et tout d'un coup, on voit que tout le monde a répété. Donc, Joe Biden, ça a été le premier à réagir, à reprendre le mot de Netanyahou d'équivalence. On voit qu'immédiatement, le lendemain, c'est le CRIF qui s'étonne que la France n'ait pas employé le mot d'équivalence. Dans l'après-midi, Stéphane Séjourné explique, pardon, oui, il y a bien... Non, il n'y a pas d'équivalence. On voit Bellamy, donc les LR qui disent le lendemain qu'il n'y a pas équivalence, Marine Le Pen qui dit qu'il n'y a pas équivalence, et Valérie Ayer, un petit peu tardive, qui quand même a décidé de dire équivalence. Et sur cette deuxième image, on voit que une grande partie des sénateurs américains ont fait exactement le truc, et vous retrouvez dans toutes les déclarations le mot équivalence qui vraiment n'a normalement aucune raison d'être là, à part que c'est un élément de langage, un élément de reconnaissance, il faut le dire, et on voit aussi comment marche cette propagande. Et on voit que les journalistes n'ont pas pointé... évidemment, non sellement cette simultanéité dont on voit qu'elle n'est pas naturelle, à l'évidence. J'avais pas relevé, mais c'est une très très bonne remarque. Enfin, ce
tu as élucidé là est vraiment intéressant. C'est la manière dont fonctionnent aussi, des agences de com, quoi, qui envoient des communiqués clés en main et Oui, c'est normalement, vrai les que journalistes, on attend qu'ils essayent de les bah, décrypter et oui, puis non, mais de là, dire aux c'est gens: «Attention» et là, il y a en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire comme vous, mmh. et c'est, mais bon, ouais, c'est compliqué quand on est Oui, tout seul, quoi. surtout que c'est mais on l'a vu très vite parce que moi j'étais assez attentif aussi. J'ai pas mal zappé sur les télévisions pour en me disant: «Mais, ils ont tellement, comment dire? Menti pendant des mois et des mois sur Israël-Palestine, que comment ils vont s'en sortir avec ça? Comment ils vont l'annoncer, quoi?» Et c'est là où à mon avis, si tu regardes aussi, les premiers à avoir communiqué, c'est les médias israéliens. C'est-à-dire, tu vas sur, I24, enfin le truc de Drahi là, ils ont balancé sur le procureur et tout, avant tout le monde, quoi. Donc Israël, ils sont très, très forts. C'est-à-dire que eux, si tu te souviens, après le 7 octobre, ils ont gagné la bataille de l'information avec leur film de propagande de 40 minutes sur Ouais, tous le les massacres massacre. horribles, bien sûr. Voilà et là-dessus, si tu veux, ils ont été très, très forts sur cette bataille-là et les Palestiniens n'étaient pas organisés, les Gazaouis non plus et cetera et toi, quand tu questionnais un tout petit peu cette propagande israélienne, tu te faisais taxer d'antisémite, de trucs et d'ailleurs, je trouve que c'est terrible ce qui se passe en ce moment parce que l'antisémitisme, le véritable antisémitisme, c'est-à-dire la haine du juif parce qu'il est juif, heu heu peut refaire surface, mais les premiers responsables, les pyromanes, ce sont les propagandistes israéliens, pro-Netanyahou. C'est pour ça que le réquisitoire du procureur Khan, là, est venu, pour moi, ça a été une forme de soulagement, quoi. À un moment, j'ai vu ça et je me suis dit: «Bon, enfin, je vais pas plus être taxé parce que quand tu lis les attendus, quand tu vois le raisonnement qui sous-tend, tu te dis: «Bon, bah, oui, effectivement». Je veux dire, tu peux pas il y a une définition en droit international de ce qu'est un crime contre l'humanité. Il y a une définition de ce qu'est un génocide et ce qui se passe à Gaza en fait vraiment partie, quoi et ce qui est terrible, c'est qu'Israël est en train aujourd'hui d'avoir le monde contre le monde est contre Israël, quoi et là, enfin en France, là, j'ai vu que BHL et toutes ces équipes-là essayaient de dire non à l'antisémitisme et cetera, mais ce sont eux les premiers responsables. Les Philippe Val, les Manuel Valls, enfin je vais Oui, pas non, mais tous les énumérer là, non, non, mais mais ce sont eux qui produisent cet antisémitisme et moi mes amis juifs ou mes amis, sont ceux qui sont mes amis sont édifiés par ça, quoi et on a fait un sujet à Blast que je t'invite à voir sur les juifs de gauche. La difficulté pour eux d'exister dans le paysage, en Israël comme en France, quoi et c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. eh bien, moi, je t'invite à regarder notre dernière interview, qui était avec Sylvain Sipel et vraiment je Bien sûr. recommande sur Mmh. ce sujet parce que c'est vraiment, je le répète, ça a vraiment été une énorme claque pour moi. Pourtant, je connais quand même le sujet, mais plus du point de vue historique, mais là, c'est point de vue vraiment Mais sociétal de Sipel la est société. incroyable. Mmh. C'est vraiment incroyable de voir ce qu'il raconte, de voir ce qui se passe et à quel point c'est effrayant et en effet, on se dit que, il a une phrase qui est intéressante dans son bouquin, hein. Il dit: «Mais on est en train de voir que la police, que le pouvoir s'israélise, devient comme Israël dans le reste de la planète». Il dit: «Mais est-ce que nous, citoyens, plutôt en plus, voilà, qui aimons la démocratie et la liberté, est-ce qu'on ne va pas devenir des Palestiniens dans nos pays, en fait?» C'est ce Ouais. truc-là qui est en train de se Mais passer et c'est vrai que ça interpelle. Sipel est quelqu'un d'exceptionnel. Il est dans le film qu'a fait que n on a fait un 52 minutes sur, qui s'appelle «Netanyahou, criminel de guerre» et Sipel est dans le film, il est très brillant et on fait des débats en ce moment d'ailleurs, tu vois Blast, on essaie d'exister aussi à travers le cinéma et les cinémas quand on projette Netanyahou si parce qu'on a aussi on a 2 films, on a le 52 minutes sur Netanyahou, criminel de guerre et on doit être un des rares médias à avoir un GRI, à Gaza. Aujourd'hui, il est à Rafah, mais il était à Un Gaza journaliste pendant sur tout le place, en temps. fait, ouais. Ouais, un journaliste sur place qui s'appelle Mohamed El Saif et il a fait on diffuse dans les cinémas le film sur Netanyahou et son film à lui, qui est le journal intime d'un reporter à Gaza. C'est un film de 15 minutes. Les cinémas sont pleins. On a fait une projection à Metz, une à Sremange, une à Paris récemment où Sylvain Sipel était là. Il y a, 280 personnes, on refuse du monde et ça suscite des débats et cetera. Mais parce que la parole est tellement muselée ailleurs que là, il y a enfin une liberté et le film qu'on a fait nous avec nos moyens à Blast, libère la parole, libère des énergies et cetera, quoi. Sur un sujet un peu plus large, parce que tu fais
allusion à ces espèces d'enquêtes. Est-ce qu'il y a encore une place pour l'investigation en France? On voit que dans les grands médias, il y en a pratiquement plus. Enfin, trouve-moi le dernier scoop du Figaro. Non, bah, Le Figaro, ça fait longtemps qu'ils sont à la rue là-dessus. Ils sont bons sur l'international, mais ailleurs, ils sont très, très médiocres. Mediapart continue à sortir des choses. Le Canard enchaîné, ben, c'est mort. Enfin, c'est mort. Il y a encore des petits trucs, mais je veux dire, ils ont tellement perdu, quoi, que c'est... Moi, j'étais biberonné au Canard enchaîné, hein, mais il y a eu toute l'histoire dont on a parlé. J'ai fait un entretien récemment sur les problèmes du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné va mal, quoi. Donc, il reste, voilà, des médias indépendants. On sort des trucs. Street Press sort des trucs. Reflet, Regard, nous, à Blast. Là, on essaie je pense que les gens financent Blast aussi pour financer les enquêtes. Je voulais te demander aussi, est-ce que c'est dangereux d'être journaliste en France? Est-ce que tu as déjà subi des pressions? Bah oui, quand même. Excuse-moi, je me pose la question, mais ouais, je sais que c'est un peu Non, naïf. non, mais Oui. je sais, Olivier, mais effectivement, moi, je suis passé. Tu sais, moi, j'ai appris le journalisme, c'est pas des enquêtes, mais j'ai appris vraiment le journalisme quand j'avais 25 ans. Je me suis retrouvé au bord de la Vologne avec la mort du petit Grégory. Et j'étais pas embauché encore à Libération. Et donc, c'est un shaker, quoi. T'es bousculé par plein de choses. Et que ce soit pour les faits divers ou pour les enquêtes plus grosses après que j'ai sorti à Libération, t'es tout le temps l'objet de pression, quoi. Et ta première pression, c'est toi-même qui te l'impose, quoi. Parce que tu te dis, putain, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que je suis sûr de moi? Mais la seule règle que moi je donne d'ailleurs aux gens qui font de l'investigation, c'est qu'il faut toujours donner la parole aux gens qu'on met en cause, quoi. On n'est pas là pour régler des comptes, quoi. Même face au pire, au type qui est capable d'horreur, ben, il faut qu'il t'explique. Et tu comprends très vite, quel que soit le sujet d'enquête, tu comprends très vite si le type te ment, essaie de te baratiner ou pas. Moi, dans l'enquête Clearstream, c'est le jour où je rencontre le PDG de Clearstream que je comprends qu'il veut m'enfumer, il me prend pour un con. Je me suis expliqué de là-dessus dans mes bouquins. Et là, je me dis, non, mais là, ça va pas, il y a un truc. J'avais accès à des documents, le type. Et après, il commence à te faire des pressions. Et moi, ils m'ont fait 10 ans de pression, quoi, puisque j'ai eu les huissiers chez moi, j'ai eu ces 60 procédures judiciaires contre moi. J'ai pas, enfin voilà, ça a été à la fois un moment effectivement douloureux, ça a été très compliqué, mais en même temps très formateur, quoi. Parce que ces gens-là ont voulu m'acheter. Tu vois, ça j'en parle assez peu souvent, mais ils ont voulu vraiment m'acheter pour que je retire la plainte que j'avais déposée contre Clearstream, qui a fait que j'ai fini par gagner. Et on m'a proposé de l'argent. Ça coûte cher, Ça Anthony se fait Robert? pas. Non, mais c'était je veux dire, le 1 000 000 € que j'ai refusé a été multiplié par 2, voire par 3 à un moment donné, parce que mais je leur ai coûté 30 ou 40 millions d'euros, moi, en audit, en frais, en déficit d'image, et cetera, quoi. Après, il y a eu un rouleau compresseur. Là aussi, j'ai vu à l'œuvre les journalistes, non seulement les journalistes financiers, mais j'avais contre moi quand même Le Monde, Charlie Hebdo. Enfin, c'était assez dingue, quoi. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les pressions, à un moment, j'ai franchi le miroir, moi, quand même. C'est-à-dire que je suis devenu un paria. J'étais mis en examen. Il y a eu toute l'histoire des complots avec Imad Laoud et tous ces trucs-là. Et c'est très. C'est quand tu franchis le miroir, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est très troublant, quoi. Je le raconte dans la bande dessinée L'affaire des affaires. Et ça, c'est une expérience quasi psychédélique. Je partais jamais en vacances. Je suis parti avec mes filles en Crète et je suis au bord de la piscine. Et comme je travaillais énormément, donc je m'étais dit, je prends une semaine de vacances, tu sais, le Nouvelle Frontière, ou je sais plus ce que c'était à l'époque. Et là, tu arrives, tu te dis, bon, je vais être peinard, quoi. Et tu vas dans la piscine, tu es avec tes mômes, et sur la télé, au bord de la piscine, tu vois ta gueule à la télé sur TF1, quoi. Et tu vois que tu es mis en examen. C'était au moment des perquisitions, la DGSE, etc. Et c'est là où le président de la République, à l'époque Sarkozy, pense que je suis à l'origine des faux listings, etc. Donc là, je me suis retrouvé dans une sorte de maelstrom médiatique qui était assez dingue, quoi, parce que même tes amis commencent à te dire, putain, mais il est pas clair, il a dû faire quelque chose. Et là, tu peux. Heureusement que j'étais
j'étais solide, mais pourquoi j'étais solide? C'est parce que je savais que la vie était ailleurs. J'avais pas fait du journalisme l'alpha et l'oméga de ma vie. Pour moi, la littérature était plus importante. Je donc j'ai toujours eu une sorte de recul par rapport à la situation. Recul que j'avais au moment de l'affaire de la Vologne aussi. C'est-à-dire que tout ça m'a appris à garder les pieds sur terre et à supporter les pressions. Et là, les pressions, c'était hyper fort parce que les pressions, pas tellement sur moi, mais déjà sur ta famille. Quand ta famille tu sais, tu essaies de taire les choses qui t'arrivent. Quand les huissiers arrivent, par exemple, tu dis: «C'est pas grave, les huissiers, c'est» en fait, les huissiers, c'est dans le cadre de procédures. Ils vont pas mais quand tu en as, tous les jours des huissiers pendant 1 an, à la fin, les gens tu beau dire: «C'est pas grave», les gens disent: «Oui, il veut nous préserver». Donc et ça crée des vraiment, il y a eu des douleurs autour de moi qui étaient très, très fortes. Donc voilà, quoi. Puis après, il y a le problème des amis ou des gens qui viennent te conseiller en te disant: «Bon, écoute, lève le pied». Un éditeur qui te lâche ou qui te dit: «Beh, prends le blé, et puis, recrée des choses après». Et il faut résister à tout ça, quoi. Et à un moment donné, ce qui fait ma force, c'est que je sais qui je suis, quoi. Et qu'est-ce que je ferais avec 1 million d'euros? Je veux dire, j'ai pas de goût de luxe, j'ai gagné bien ma vie avec mes livres, avec mes films, donc j'ai pas besoin j'ai suffisamment pour vivre aujourd'hui. Je sais à peu près et vraiment j'ai pas envie d'investir dans l'immobilier, j'ai pas d'actions, heu, leur argent, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu nous parles de tes débuts dans le journalisme, mais qu'est-ce que tu penses des écoles de journalisme? Pas grand bien. Pas grand bien parce que, i on leur met en tête des modèles enfin, je suis allé au CFJ là, récemment à Paris, il y a des photos de Pascal Praud tu sais, le hall d'entrée, quoi. Et les mecs, tu te dis, tu vois, ils veulent, enfin, on pense que les chaînes Tout Info, ça produit du journalisme très, très peu, en fait. Et moi, j'ai vu le journalisme basculer parce que quand j'étais à Libération, il y avait une noblesse de ce métier, quoi. Il y avait on pouvait écrire des papiers de 10 feuillets, il y avait le culte de l'écrit, et cetera. Et tout ça a disparu. Mais moi, j'ai des amis qui ont créé une licence de web journalisme, maintenant un master à Metz. Ça a été des précurseurs, hein. Je pense à Jean-François Diana, un de mes copains profs, qui aujourd'hui est un peu le patron de ce diplôme de web journaliste. Et je l'ai vu naître, grossir. Et je pense qu'il y a une formation comme ça, mais il faut être hyper curieux, souple. Et je crois que le CFJ, enfin, ce que j'en connais, quand je les vois arriver, enfin, et cetera, ils ont des schémas de pensée, des choses comme ça, il faut qu'ils se désintoxiquent un peu de ce qu'on leur apprend dans les écoles. Souvent, les profs de ces écoles, alors là, je vais me faire, mais les profs sont parfois des journalistes ratés, quoi. Tu vois? Ils ont pas réussi, donc ils se retrouvent profs. Enfin, bon, voilà. Moi, je sais que il y a des fois des étudiants qui me disent: «On aimerait bien que vous veniez à l'école et tout», mais je suis pas, tu vois? Oui, enfin, tu vois aussi qu'il y a comme un vrai matraquage, un Ah, vrai il y a un putain de formatage, et c'est matraquage. presque à ne pas penser, parce que de toute façon, tu vas aller dans des médias où il ne faut pas penser. On a bien compris que le milliardaire, il a pas acheté un média pour qu'on ait quand même une grande réflexion, qu'on ait un Ouais, pluralisme et qu'on ait des ouais, choses comme ça. mais Mais enfin, je sais pas comment c'est chez toi à Blas, mais moi, l'immense majorité de nos journalistes mmh, chez Lucide, ils n'ont pas fait d'école de journalisme. bah, Moi, je exact. prends des gens qui ont fait des universités, qui pensent Non, bien, mais qui je suis sont instruits, d'accord. qui réfléchissent, des ingénieurs, et pas beaucoup qui ont fait Non, mais une je école de suis je journalisme. suis je suis d'accord que le fait d'avoir fait une école de journalisme est pas un critère de sérieux et de qualité, ça peut l'être. Disons, certains, mais il faut que les étudiants en journalisme ou les journalistes qui sortent de ces écoles aient beaucoup de recul, heu, par rapport à ces écoles. Moi, j'ai toujours en tête le livre de François Ruffin, Les petits soldats du journalisme. Il l'a fait, bon, il est devenu politique, mais tu prends Fakir, tu vois, par exemple, Fakir, c'est un journal intéressant. Tu vois, ça fabrique du journalisme et les types de Fakir, à mon avis, ils ont pas fait le CFJ, j'en sais rien, quoi. Il y a des tas d'expériences aujourd'hui dans la presse indépendante où tu as des gens qui produisent des contenus intéressants. Et ce qui est sûr, c'est que, internet a ouvert, comment dire? Une espèce de voie de liberté, et qu'assez, naturellement, bah, on a des médias alternatifs et indépendants qui se sont constitués. Alors, bah, Blast et puis Lucide en font partie. Est-ce que c'est difficile de faire vivre un média comme ça? Bah, Blast, j'allais dire,
C'est à la fois difficile et facile. C'est-à-dire que on a quand même été, parce que comment se lance Blast? Il se lance par une souscription. Donc on crée comment dire? On lance sur internet une campagne et on a ramassé en 2 mois, ramassé, excuse-moi, pas le terme, mais en 963 000 €. Mais donc on a presque 1 million d'euros pour lancer le média, quoi. Donc il fallait qu'on soit assez bon rapidement, c'est-à-dire qu'on fabrique des contenus. On part de zéro, c'est-à-dire que, on a cet argent-là qui arrive, les gens nous font confiance, me font confiance, ils savent qu'on va pas s'enrichir avec ça, ils savent qu'on va créer des emplois, qu'on va faire du journalisme. C'est ça l'histoire de Blast et dès le départ, parce que là on me dit: On n'aurait pas dû lancer une coopérative». Moi je suis très content d'avoir fait une coopérative parce que, une coopérative, je veux dire, on se verse pas de dividendes. Tout l'argent qui est donné à la coopérative, il y a 2000 sociétaires à peu près aujourd'hui qui élisent un conseil d'administration, qui élisent un PDG. Tout à l'heure, tu as dit que j'étais directeur de la rédaction, je suis aussi PDG de Blast, c'est-à-dire que je suis élu à la tête de la coopérative. Le but étant de créer une information, on dit alternative, parce qu'elle est différente des informations produites dans les médias dominants, mais en même temps, bah, il faut tout inventer. On est généraliste, nous, quand même, d'une manière. On fait de l'économie avec Salomé Saké, on fait de l'écologie avec Paloma, on est sur l'international, on commence à exister, mais on n'est pas. Il y a Soumeya qui est la rédactrice en chef. Enfin, je ne vais pas énumérer tout le monde à Blast, mais on invente aussi. On est très précurseur dans les formats qu'on invente. Est-ce que tu penses que le succès du format vidéo peut faire disparaître la presse écrite? Alors la grande presse écrite, c'est différent, quoi. Le Canard enchaîné a perdu pratiquement un tiers de ses abonnés en 3-4 ans. C'est beaucoup, hein. Ils sont passés de 400 000 à 215, 230. Donc là, ils sont en train de se remettre en cause. Ils veulent créer un site internet à la rentrée. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que le Canard doit rester ce journal de papier, mais ils doivent investir dans des bons journalistes, sortir des infos. Et là, ils sont trop liés au pouvoir aussi, quoi. Et tu sens que, je sais pas si tu vois, mais les infos qui viennent de Macron dans le Canard enchaîné, il y en a beaucoup, quoi, surtout en page 2 là. Enfin, quand tu es lecteur, tu vois ces choses-là. Après, si tu veux qu'on fasse un tour d'horizon de la presse, je trouve que Libération, c'est vraiment bien Libération en ce moment, quoi. Même si politiquement, ils sont un peu SOSDEM et cetera, tu vois bien. Mais je veux dire, ils sortent des enquêtes. Laurent Léger est un formidable journaliste. Dove Alphon, je le connais pas, mais le directeur de la rédaction fait du bon boulot. Ils ont créé une sorte, je sais pas où ils en sont par rapport à Drahi, mais il y a une forme d'indépendance et je pense que les ventes s'en ressentent, quoi. Après, le monde, bah, ça reste le monde, quoi. Il y a quand même beaucoup d'informations dans le monde. Il y a quand même de très bons journalistes dans le monde. C'est quand même un journal qui est bien écrit. Après, leur positionnement par rapport à Mélenchon, l'extrême droite et tout ça, politiquement, je trouve ça terrible, le monde, quoi. Quand tu lis, tu te dis: «Oh putain, ils nous prennent vraiment pour des billes, quoi». Les gens qui sont un peu aguerris à la chose journalistique, lire les pages politiques du Monde, c'est gratiné, quoi, tu vois? Finalement, je lis moins la presse en ce moment parce que j'ai plus le temps, quoi. Une fois que tu as relire les papiers de Blast, des réunions, on a beaucoup de procès, donc ça me prend beaucoup de temps, et cetera. Des Oh, fois, Bernard Henry, arrête, arrête, tu fatigues Blast. non, non, on a 8-10 procédures en cours et d'ailleurs, quand on a eu le procès BHL qu'on a fini par gagner, ça il a vraiment, eu tout faux BHL. D'une part, il a perdu ses procès. Oh, On a quand c'est même rare, c'est bien la première fois quand non, même. non, mais Si, attends. l'accusation était grave, hein. On a dit que le Qatar avait, versé, enfin avait en tout cas, on a une lettre qui prouve qu'il a touché 9 millions d'euros pour services rendus. Alors les a-t-il touchés ou pas? Elle lui dit qu'il les a pas touchés. On peut se poser un certain nombre de questions. Il a attaqué en diffamation, il a perdu. Il a fait appel, il a perdu et il s'est pas pourvu en cassation. Donc aujourd'hui, on peut reprendre cette histoire de 9 millions d'euros. On est plus attaqué. Ce qui est dingue, BHL, c'est quand même un truc incroyable, BHL. C'est quand même un type qui raconte quand même des conneries dont les livres se vendent pas, mais il est invité tout le temps, partout. C'est sans doute c'est un mystère quand même par rapport à ça, parce que c'est sans doute le type le plus nul quand tu écoutes ce qu'il dit. Alors il a un petit courage parce qu'il va des fois sur le front avec des caméras et cetera, des fronts de guerre, mais ceci dit, il ne raconte que des bêtises, quoi. Enfin, c'est quand même c'est un faux philosophe, enfin et cetera, tout ce que tu veux, mais en plus,
il est tout le temps invité, quoi. Il trouve des financements de malades pour ses films qui sont nuls. Tu regardes le nombre d'entrées de ses films, il fait 50 entrées, 100. Je veux dire, nous, le moindre film qu'on fait, on fait plus d'entrées que lui. Et lui, il est financé Arte, enfin, etc. Il a des rondes Bah, comme il serviettes. est président d'Arte, Hein? comme il est président d'Arte, enfin, Oui, je veux dire, non, ça aide un peu il n'est quand pas même. président d'Arte, mais il a sa copine qui est présidente d'Arte, il est dans le truc de contrôle, etc. Et là, il lance l'offensive pro-Netanyahou. Enfin, mais ce type est une nudité. Et en plus, là, en l'occurrence, dans l'histoire du Qatar, on voit qu'il y a des liens financiers entre lui et le Qatar. Et alors qu'il est richissime. Donc il y a quelque Oui, parce que chose, tu il y a disais une. mystère, mais enfin, le mystère, il se résout assez vite quand tu connais le niveau de sa fortune quand Ouais, même. mais non, mais ce qui est mystérieux, ce qui reste mystérieux, c'est à quel point il est soutenu. À un moment donné, quand les médias vont le lâcher, ça va être terrible. Parce qu'à un moment donné, cette usurpation d'identité peut plus tenir, quoi. Et tu as des types comme lui en France, il y a Philippe Val aussi. Allez, allons-y, quoi. Philippe Val qui est devenu qui a été, alors là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mohican, moi, dont je suis très fier. J'ai accompagné Cavana jusqu'à la mort. Et j'aimais infiniment Cavana. Dans les gens qui ont compté pour moi, il y a Cavana, et Rital, etc. Et Cavana, sur son lit de mort, il était la manière dont Philippe Val, son avocat Richard Malka, qui passe aussi pour un champion de la liberté, la manière dont l'héritage je parle même pas de Cheron, mais de Cavana, a été spolié, comment on a abusé de la vieillesse de Cavana pour lui piquer Charlie Hebdo. Après, je peux rentrer dans les détails, hein, enfin, etc. Et Philippe Val est l'homme de ces basses manœuvres, quoi. Ensuite, dès qu'il a réussi, mais même il a, contre Charbéris, qui ont récupéré, moi je les connais, ben Riss aujourd'hui il y est, mais Philippe Val a retiré tout l'argent de Charlie Hebdo. Il leur a vendu une voiture sans essence, quoi. Et les mecs ont ramé derrière. Après, il y a eu les attentats, tout ce que tu veux, mais comment dire, Philippe Val est un usurpateur en chef qui aujourd'hui officie chez Bolloré, quoi. Enfin, je veux dire, le basculement est incroyable, quoi. Et toute cette bande-là, le printemps républicain, quoi, c'est quand même une horreur en France, ce printemps républicain. Manuel Valls, quoi. Je veux dire, rien que tu regardes ces déclarations, et puis tout ce qu'il y a derrière, Caroline Forest, tous ces gens-là, ce sont des usurpateurs, quoi. Ils sont invités sur tous les plateaux télé, et ça tourne, et ça tourne, et ça se dit de gauche. Enfin, je veux dire, Ouais, mais justement, tu me tends une jolie perche là sur la télé, en fait. J'aimerais bien qu'on en dise un mot. J'ai fait 2 petits graphiques pour, quand même situer un petit peu les choses. Ça, c'est les dépenses publicitaires dans le monde, par support. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, les recettes publicitaires, bah, s'écroulent pour la presse à partir de 2005, en bleu, et pour la télévision à partir de 2010, 2015, au bénéfice, bah, d'internet évidemment, des réseaux sociaux, des ah vidéos ouais, en c'est à ce ligne. point-là, je savais pas le. Donc oui, ça Mm. prend vraiment, enfin voilà, la télévision baisse Mais et nous, on a sur le refusé. deuxième graphique, quand on regarde aussi le temps passé devant la télévision, suivant l'âge, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, bah, évidemment, chez les jeunes, la télévision s'écroule, hein. Il n'y a plus qu'1 heure de télévision par jour, partant de presque 3 dans le passé. Donc ça, c'est le temps d'écoute maintenant et chez les personnes âgées qui augmente et tu parlais de ton papa tout à l'heure, qui est un peu victime. Moi, j'appelle des victimes, hein, ces gens-là, hein, qui sont prisonnières devant la télé. Hem, est-ce que tu penses que la télé a vocation à disparaître à l'avenir? Non, je pense qu'il a encore les chaînes Tout Info. Bon, bah là, il y a l'Arcom qui relance le truc, qui relance les concessions. Je pense que ces espèces de télé qui accompagnent les gens au quotidien, en tout cas, c'est les gens âgés. Mais c'est vrai que les gens jeunes, là, qui, quand ils auront 50 ans, ils regarderont pas beaucoup moins la télé que les gens âgés d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc, effectivement, à terme, la télévision, dans la forme qui est connue aujourd'hui, va disparaître, puisque les plateformes Netflix, Amazon, etc., maintenant remplacent. On a d'autres modes de consommation. Mais il reste quand même, c'est d'ailleurs assez étonnant, les grandes messes de 20 heures, elles perdent pas tellement en audience parce que tu as une sorte de. Quand ces gens-là, au-dessus de 40 ans, on va dire, veulent un peu avoir une sorte le moment du 20 heures reste ancré dans la tête des gens. Je pense à terme, c'est-à-dire qu'à échéance de 20 ans ou 30 ans, tout ça va disparaître. Effectivement, parce que Internet est là et a bouleversé tous les codes, quoi. Ouais, on voit que le paysage, médiatique est large, mais est-ce que tu penses que les médias alternatifs dont on a parlé ont le pouvoir de transformer la société? Absolument. Je pense
En tout cas, si j'avais pas ce sentiment, j'aurais jamais fait Blast, quoi. Je veux dire, l'ambition, c'est de changer le monde et changer faire prendre conscience aux gens, quoi. Nous, le traitement qu'on a fait du conflit entre Israël et la Palestine, je pense qu'il y a des tas de gens qui ont découvert un autre chemin, une autre voie, une autre parole qui n'était pas celle de la propagande. Parce que le conflit Israël-Palestine est quand même le moment le plus... je ne parle pas évidemment de la violence et des morts, etc. Mais c'est une sorte de parenthèse magique qui est, on assiste avec ça à une sorte de transformation du monde et du rapport à l'information. J'ai une de mes amies, au début, je lui dis, mais tu déconnes, c'est pas possible, qui m'a dit, c'est du niveau du mur de Berlin. Mais je pense qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire que la manière dont était vu Israël avant et aujourd'hui, et la manière dont en géopolitique tous les États se déterminent par rapport à Israël, c'était un profond bouleversement, profond. Et que tous les gens, et en France en plus, on est très très en retard par rapport à l'information qui est dans les autres pays, quoi. Et le rôle des médias Ah bah, indépendants, c'est sûr qu'on n'a pas arrêté chez nous, hein, quand non, même. Ça les ça journalistes se sent. israéliens sont bien en avance par rapport Enfin, aux journalistes quelques-uns, français. hein, mais Oui, quelques-uns. qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent que militantisme et journalisme sont incompatibles? Je suis absolument d'accord. Moi, je me sens absolument pas dans la peau d'un militant, mais je pense que, par exemple, à CNews, quand je regarde les types ou les gens qui te vendent un grand remplacement, Elisabeth Lévy, c'est une militante, d'extrême droite, quoi. Pascal Praud, je le dirais même pas, et ce sont pas pour moi, ce sont des propagandistes, mais ce sont pas des journalistes, quoi. Enfin, ils ont une carte de presse, mais ils sont là, ils sont en mission, quoi. Ils sont en mission, leur but est de lutter contre l'islam, donc d'inventer un problème d'islam en France qui n'existe pas. Moi, j'ai des amis musulmans, je souffre pour eux, quoi. Comment, ils peuvent, tu vois? C'est très difficile à accepter, quoi. Alors, on n'a pas de la télé, mais les jeunes, ils allument plus trop la télé et ils ont bien raison, continuer les jeunes, hein, faut pas, c'est dangereux à ce niveau-là. Donc ils vont plutôt sur internet, en particulier sur YouTube. Qu'est-ce que tu en penses de YouTube? Pourquoi tu as choisi cette plateforme, pour Blast? Et est-ce que tu rencontres des problèmes, voire de la censure? Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Sur YouTube, on a refusé. C'est un débat, la publicité. Donc ce qui veut dire que les algorithmes de YouTube, on est à leur merci quand même. Et c'est parce qu'on fait de bons programmes qu'on fait des vues, et cetera. Mais il y a des fois où quand on balance 2 ou 3 vidéos par jour, la 3e vidéo, elle va être beaucoup moins promue, alors que le programme est très bon. Et puis il y a si tu veux, le secret de fabrication de YouTube, c'est son algorithme. Il y a une sorte oui, de boîte noire là-dedans, où tu sais pas vraiment comment ça marche. Tu sais que quand tu sors à 18 h, qu'il y a certains mots-clés qu'il faut mettre, sinon ça va pas marcher, et cetera. Et tu sais que quand tu fais gagner de l'argent à YouTube, tu es plus promu. Donc nous, pour l'instant, on a refusé ce système-là parce qu'on se dit, on ne veut pas avoir une publicité pour Coca-Cola ou pour je sais pas quoi. C'est contraire à nos valeurs, et cetera. Mais peut-être qu'on va être amené à un moment donné, si on veut continuer à exister, parce que si tu veux, ce qui prédestine à Blast et ce qui est l'idée fondatrice de Blast, c'est que notre vitrine, c'est YouTube. Nous, le système qui fait que les gens qui s'abonnent à YouTube vont s'abonner à la chaîne payante, donc à Blast, c'est 5 € par mois, et cetera. Donc il y a une sorte d'effet mécanique. Plus ils sont contents des programmes qu'on fait, plus vite ils comprennent que, tiens, mais cette chaîne, elle est vraiment importante, ça existe, il y a une parole différente, ils ont besoin on sent que c'est des gens qui sont pas là, qui sont pas tu vois, on n'est pas idéologisés et on n'est pas non plus à faire du commerce, on n'est pas Thibaut InShape, on n'est pas tous ces youtubeurs à la con qui se font du beurre sur le dos des esprits un peu faibles. Nous, on essaie de fabriquer de l'intelligence, on essaie et donc on a besoin d'un retour sur investissement, c'est-à-dire que plus les gens vont s'abonner à YouTube, plus ils vont nous financer. Cette mécanique-là, elle est fragile quand même. Et là, il y a une sorte de stagnation, nous, dans les abonnements. Donc il faut qu'on fasse des campagnes. Et il y a un côté, c'est comment dire? Moi, je suis un peu fatigué
de demander de l'argent en permanence. Donc il faut qu'on trouve, il faut qu'on trouve. Donc on a des donateurs. Après, il faut pas que ce soit des milliardaires et tout. En fin d'année, je suis très content que des gens nous fassent des versements parce que 2 tiers de ce qu'ils donnent, c'est défiscalisé, quoi. Et donc on arrive à une sorte d'équilibre comme ça. Mais là, actuellement, on a 25 000, 24 000 abonnés. On en a perdu. Parce qu'il y a une paupérisation dans le pays et les gens, même 5 euros, ben, ils se désabonnent. Mais on a toujours plus de gens qui s'abonnent que de gens qui se désabonnent. Mais il faudrait qu'à un moment donné, on arrive à une bascule, quoi. Qu'on ait 40 000 abonnés, tu vois, ou 50 000. Et on va y arriver si on fait de bons programmes, si le message passe, les gens vont finir par s'abonner et par comprendre qu'on est. Enfin, c'est vrai que notre meilleur avocat, c'est Pascal Praud et Bolloré. Plus il y aura de mecs comme ça qui vont dire leurs conneries et faire leur propagande d'extrême droite, plus les gens vont se dire ah ouais, mais quand même, il faut financer Blast, quoi. Donc là, actuellement, on est dans une sorte d'équilibre, mais il faudrait qu'on soit pulsé et poussé. Et on investit dans Peertube. Donc quand on va sur le site, on a accès à toutes nos vidéos, mais plus sur YouTube, sur Peertube. Et donc on a une audience aussi, mais qui est 10 ou 20 fois moins importante que sur YouTube. Oui, mais le problème, enfin, je ne sais pas si vous voyez ça, mais YouTube renforce de plus en plus sa politique de parfois de démonétisation, de shadow ban, autrement dit de masquer certaines vidéos, de faire en sorte qu'elles ne soient pas promues très, très fortement, en particulier s'il y a un contenu politique fort. C'était déjà le cas pendant les Gilets jaunes, avec des contenus sur la violence Mais moi, policière j'ai été qui censuré étaient plusieurs fois, fameux. hein. Il y a aussi une situation folle, parce qu'on a du mal à parler de la guerre, parce que quand tu parles de la guerre, ils risquent de te mettre rapidement en vidéo pour Bah, plus la de moindre 18 tache de ans. Donc, sang, voilà. c'est ça, ou des mots. Parfois, on est obligé de biper des mots. Et que les gens nous demandent parfois pourquoi vous bipez certains mots que je ne vais pas citer. Mais enfin, il y a quelques mots comme ça peut vous causer des problèmes au niveau de la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Comment est-ce que tu vois cette problématique justement du pouvoir finalement qu'a YouTube? Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ça pose des problèmes? Moi, je vais juste terminer par un exemple, parce que quand on a fait la vidéo du général Vincent Desportes il y a 1 an et demi maintenant, au début de la guerre en Ukraine. Vincent Desportes, c'est un général qui était un grand penseur de l'état-major militaire français, hein, donc, qui n'a pas fait, je dirais, il n'a pas tenu des propos poutiniens, machin, mais enfin, il était très raisonnable en disant, attention, il y a un conflit, il y a des racines, il faut faire attention, que ça aille pas trop loin. La vidéo est partie, mais alors nous, en 3 jours, mais c'était extraordinaire. En 3 jours, clic, elle a été complètement tuée par YouTube, qui a vu que ça parlait de guerre, machin, et donc on a dû passer, je sais pas, oui, à 300 000 vues, et puis pendant 3 mois, il n'y a plus Ça rien. nous Elle a arrive vraiment aussi, ça. elle a tellement été zappée pendant 3 mois. Vous avez ça? Comment? Parce que les gens ne se rendent pas compte aussi de ce qui se passe, et c'est pour ça que c'est important de s'abonner à la chaîne parce que c'est gratuit, hein, Moi, juste ça ici m'est pour arrivé voir les infos, quoi. sur mes éditos, un tout petit peu à Blast au début. C'est pour ça que je fais gaffe. Je me m'auto-censure pas, mais je choisis mes mots à dessein. Et c'est pour ça que peut-être à terme, on va être obligé d'accepter la publicité. Parce que YouTube a tendance à être beaucoup plus coulant quand tu leur fais gagner de l'argent. Après, tu te heurtes à un autre problème qui est notre public qui dit attendez, si vous filez de la thub aux GAFAM, on va pas vous. Ben voilà, mais c'est peu d'argent qui rentre dans les caisses de Blast, la publicité YouTube, mais en même temps, ça nous libère un peu au niveau des algorithmes. Après, l'autre problème, c'est les attaques de trolls. C'est-à-dire que quand tu fais un édito, etc., et que tu commences à être attaqué, ou des gens envoient des messages en disant que c'est trop violent ou que c'est une atteinte une atteinte, je sais pas moi, aux libertés publiques, etc., même si c'est faux, il te faut des heures avant de pouvoir les convaincre de replacer la vidéo. Donc ça nous est arrivé aussi. Et c'est vrai qu'on est dépendant de ça, quoi. Et après, on a du flux et une vidéo compense l'autre, etc. C'est parce qu'on est devenu pas monodépendant d'une vidéo qu'on réussit à s'en sortir. Mais c'est très fragile, quoi. Et effectivement, c'est pour ça que on contourne YouTube en allant sur Peertube aussi, voilà, qui est beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus, comment dire, c'est infra, quoi. Enfin, Oui, tu de vois, niche, oui. mais sur le site, bah, on a nos vidéos qui continuent à vivre quand même. Et on essaie de se prémunir de ça en ayant des contacts avec YouTube. Maintenant qu'on a plus d'1 million d'abonnés,
on y arrive. Mais on va pas, nous. Moi, je pense que la liberté, elle est plus là que sur la TNT, par exemple. Ça, c'est sûr. Bon, on a parlé de YouTube parce qu'évidemment, on y est, hein, mais le problème, il est plus large. Il est Avec sur les GAFAM, Meta, comme tu dis. Et je voulais aussi te faire réagir à ces informations hein, qui sont quand même assez incroyables sur en particulier la politique de Meta, donc autrement dit de Facebook et d'Instagram. Alors, en 2021, Facebook expliquait qu'il cherchait à dépolitiser sa plateforme, soi-disant pour répondre aux attentes des utilisateurs. Et bien là, en mars 2024, c'est tout frais, Facebook a annoncé qu'il allait arrêter de recommander les contenus politiques sur Instagram et bientôt Facebook. Soi-disant aussi, hein, c'est le communiqué, je suis allé le lire en anglais, et ils disent comme ça, c'est juste les gens, people, ont demandé à voir moins de contenu à caractère politique. Enfin, ils se foutent un petit peu du monde. mais moi, Facebook, Comment tu autant. vis ça? Parce que tu vois, je veux dire, s'il n'y a plus de politique, c'est en train de dire, la politique, Ouais, finalement, mais si c'est plus sur les réseaux sociaux, alors c'est quoi? C'est la télé, c'est chez Pascal Pro, non, mais c'est ça le l'idée? truc, c'est que il y a encore, disons, 2 ans, 3 ans, je faisais un commentaire sur Facebook où je renvoyais un contenu de Blast. Je pouvais être pris 4 000, 5 000 fois, etc. Aujourd'hui, ça marche plus, quoi. Facebook, c'est vraiment ça devient un réseau social j'allais dire de vieux. Mais la formule ne marche pas. Instagram, c'est un petit peu différent, mais Facebook, nous, on a des pages Facebook, on promeut nos contenus sur Facebook, mais on a du mal avec Facebook. C'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de promotion de nos contenus sur Facebook. Oui, mais on Et voit, on dès voit que que c'est une tu... tendance, ouais, qu'il y a des pressions politiques de l'Union européenne pour Oui, dire attention, vous allez influer des élections, des choses comme ça. Bah oui, ça c'est sûr, si on communique entre personnes, on influe des élections. Enfin, la télé aussi dans ce contexte-là. Et donc, c'est pas oui, c'est Facebook, mais moi, demain je ce sera pense que Twitter, ce sera l'avenir machin, est ce dans sera des... YouTube qui va dire non, mais Denis, il faut arrêter, là, la politique, ça ennuie les gens. Écoute, tu veux pas faire des chatons, les vidéos de chatons, ça marche bien. Oui, non, mais bien Tu sûr. vois, c'est... Oui, mais quand il y aura plus ça, ils feront comment? Parce qu'on voit très bien que les milliardaires, ils ont acheté les médias bah, pour passer toute leur propagande. Et puis maintenant, bah, pas de bol, il y a des réseaux sociaux et Mais je pense des petits je emmerdeurs pense quand comme même que nous. ces médias américains comme YouTube, etc., il y a cette idée de liberté d'opinion, quoi, qui reste une des valeurs cardinales, quoi. Après, tout ça peut bouger, Oui, peut de changer base, aussi. oui, mais quand c'est l'Union européenne qui va faire la loi, parce que Thierry Breton, il est clair là-dessus, hein, il disait il faut arrêter, Ah oui, faut regarder ce que vous contrôlez, faut pas influer, faut pas, etc., etc. On voit qu'il y a des pressions très fortes pour aller censurer. Hein. ben là, on ira se battre, on ira explorer d'autres terrains, quoi. Mais parce qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'informations, quoi. Donc moi, je crois qu'on existera toujours. Plus il y a de censure, plus il y a besoin de journalistes. Enfin, il y a une sorte d'écosystème qui se recrée, quoi. Oui, mais après, il faut le canal de diffusion qui est le média, en effet. Hein. Un bon exemple dont tu as commencé à parler tout à l'heure, hein, c'est l'actualité internationale, parce que je trouve que c'est quand même, en termes d'information, un vrai sujet, qui est peut-être d'ailleurs le sujet qui peut-être fanatise le plus les gens. Comment tu analyses, qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique en général de l'actualité internationale? Bon, à la lumière peut-être des événements récents aussi, mais... En France, elle est largement sous-traitée, quoi. Mais aux États-Unis, pareil, hein, quand tu regardes les télés américaines, franchement, l'actualité internationale, c'est que dalle. Donc, je je nous, par exemple, un des axes de développement, je peux parler de Blast, c'est vraiment à la rentrée prochaine, on va beaucoup aller sur l'international. Tu parlais de l'Afrique, ce qui se passe il y a des tas de pays en Afrique, au Soudan, même dans les pays du Maghreb, enfin, je veux dire, ce qui passe en Tunisie en ce moment, enfin, je ne vais pas énumérer, je ne vais pas prendre pays par pays, mais après, on se rend compte, nous, que quand on fait une émission, alors là, on a trouvé une formule avec Host qui fait le courrier diplomatique. Enfin, on a une émission bimensuelle maintenant qui marche plutôt bien, mais c'est difficile de trouver la formule. Quand tu fais un sujet étranger à Blast, ou que tu vas parler du Yémen, ou que tu vas parler, bah, tu bides, quoi, en termes de vue. Parce que les gens, c'est vrai, il y a pas d'appétence pour les sujets internationaux. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire? Bah, là, actuellement, le débat, autour de MeToo, c'est compliqué parce qu'il y a, ça libère évidemment, ça, c'est une chose très positive. Ça libère beaucoup la parole des femmes, mais tu peux difficilement avoir un débat des passionnés sur ce sujet-là, par exemple. Parce que tout de suite, tu es attaqué, que tu ailles dans un sens ou dans l'autre. Il y a des choses, en tout cas, qu'on ne peut plus dire. L'humour, moi qui était
un amoureux de Choron et je passe pour un boomer aujourd'hui parce que je regrette l'humour harakiri, si tu veux. Et tous mes amis viennent de là, quoi. En termes d'humour, je trouve qu'on a pas mal régressé et l'épisode Meurice c'est encore là pour l'expliquer, quoi. J'ai trouvé d'ailleurs tellement navrant, la manière dont lui il a été attaqué aussi lui après, on peut pen ça sa blague, moi elle me fait sourire, j'en ai rien à foutre de sa blague. Elle était mais Guillaume était un mec drôle, quoi. Et après qu'on vienne dire: «Oui, mais c'est normal, il est pas drôle donc la chaîne a le droit». Mais c'est une atteinte à la liberté, c'est tellement flagrant, quoi. Donc je sais pas comment tout ça va évoluer, mais par exemple en termes d'humour, il y a des choses qu'on ne peut plus dire ou plus faire. Le conflit Israël-Palestine est le plus bel exemple de censure ou d'autocensure aussi. Mais tout ça est en train de bouger aussi parce que c'est pour ça qu'on existe aussi, c'est pour écarter les murs. Il y a des murs invisibles qui nous enferment, hein. Et parfois, ce combat est difficile. Et quels sont pour toi les sujets qui font l'objet de plus de répression dans le débat public? Bon, dès que tu vas t'attaquer aux vendeurs d'armes, au nucléaire, aux banques, et à la finance internationale, où tu vas commencer à vouloir expliquer les rouages des chambres de compensation, et cetera. Dès que tu vas essayer d'expliquer, à quel point les paradis fiscaux sont encore florissants aujourd'hui, tu te prends tu te prends des procès. Donc ça devient très difficile et très compliqué d'informer là-dessus. Et comment dire? Les paradis fiscaux sont un bon exemple parce que, aujourd'hui, il est de bon ton de dire qu'il y a des luttes qui se font là-dessus et que c'est efficace et tout, alors que pas du tout. Le Luxembourg a jamais été aussi florissant. Les îles Caïmans, ça se passe toujours très, très bien et quand tu veux aborder ces sujets-là aujourd'hui politiquement, on te ressort ce truc des fraudeurs sociaux, tu vois? On les met en parallèle aux fraudeurs fiscaux. C'est un non-sens total, quoi, et c'est pour ça que la propagande de ce pouvoir est quand même grandement responsable de ça, quoi. Et Gabriel Attal, qui est passé d'ailleurs au budget, il a eu quelques véhémences de lutter contre la fraude fiscale. Ça s'est tout de suite, Oh, craché, je pense quoi. qu'elles ont pas dû être trop Non, fortes, non, mais les je veux dire en véhémences. termes de propagande, Non, tu je as peux bien comprendre. Oui. toutes les télés qui l'ont repris, les radios l'ont repris, Ah enfin oui, et non, mais c'est cetera, ça, oui. quoi. Non, non, Et mais là, on est non, mais dans on a un une époque où tu dis que tu vas lutter contre les paradis fiscaux, tout le monde le reprend, puis après tu fais rien, et puis la télé viendra pas voir si tu as fait quelque chose contre les paradis mais fiscaux. C'est de la com, c'est tu tout, sais, hein. la question que moi, quand j'ai démarré, même à Libération, enfin, je veux dire, comment un pays aussi riche que le nôtre produit autant de pauvreté? Je veux dire, c'est une phrase que je disais il y a 40 ans, que je peux redire actuellement, aujourd'hui aussi. Donc, c'est pas moi qui vais te reprendre les statistiques d'Oxfam, etc. Mais une fois que tu les dis, voilà, tu l'as dit, tu dis on a quand même un pays, on vit dans un pays où les milliardaires s'en mettent plein les fouilles, un pays où la pauvreté, l'extrême pauvreté, elle s'est creusée. Donc, tu as plus de 10 milliards de pauvres aujourd'hui et d'être pauvre, c'est moins de. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des Français qui ont faim aujourd'hui, des familles qui peuvent plus donner à manger à leurs enfants. Et à côté, tu as des familles qui vont vivre en Belgique, qui payent plus l'impôt, etc. Et cette inégalité-là, c'est quand même le creuset de tout, quoi. C'est bien là-dessus qu'il faut se battre. Et ces choses-là, dès que tu abordes ces questions-là, tu passes pour un marxiste-léniniste où tu as toute une propagande d'État, etc., et une propagande médiatique qui se met en place pour dire que, bon, mais attendez, enfin, tu vois, il y a une sorte d'acceptation de ces inégalités qui est proprement insupportable. Oui, oui, Donc, mais dans ce cadre-là, on voit qu'il y a un problème de débat public. Je dirais. on est bien d'accord. Est-ce que l'état actuel du débat public, ça t'inquiète? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas finalement une polarisation, une espèce de radicalisation qui fait que bon, l'esprit de nuance a complètement disparu? Mais évidemment que ça m'inquiète. C'est bien pour ça que, si tu veux, je m'exprime assez peu. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que j'accepte une invitation, non, mais parce qu'à un moment donné, tu as plus envie de parler, quoi. Tu as plus envie, quoi. Tu te dis, ça je vais encore débattre pour expliquer ces évidences-là, à force de les dire, et en face, tu allumes ta télévision, puis enfin, je veux dire, c'est cette violence-là, la violence des pauvres, cette pauvreté endémique, et cetera, la manière dont le prix de l'énergie augmente, la manière dont moi j'ai fait un bouquin là-dessus qui s'appelait Les Prédateurs, où je racontais comment Suez, comment Gaz de France
j'avais appelé ça la chaleur des pauvres, quoi. Parce que le problème de l'énergie chaque hiver, la manière dont ce que coûte l'énergie, ça peut s'expliquer assez facilement parce que quand on avait un Gaz de France qui était nationalisé, au moins les pauvres avaient pas froid l'hiver, quoi. Et là, le fait qu'il y ait eu Suez, qu'il y ait eu Albert Frère, qu'il y ait eu des marées qui sont venus acheter Gaz de France, qui ont corrompu des gens comme Dups d'ailleurs à Sarkozy, tous ces gens-là qui ont privatisé ces politiques-là sont responsables de ça. On est dans une lente, une dégradation qui s'est accélérée à cause de, je veux dire, moi, j'avais un grand-père gaulliste, j'avais la photo du général dans la chambre chez mes grands-parents. Je veux dire, il y avait tu vois, De Gaulle, Mitterrand, puis après, ça allait de mal en pis, quoi. Je veux dire, Sarkozy, ça a été le premier signal, et là, on a Macron. Et puis maintenant, tu as Attal, quoi, et tu as Bardella. Il y a quand même je veux dire, tu prends Mitterrand, tu mets Attal en face, tu dis, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Tu vois, en termes de culture, d'intelligence, de vista, voilà, quoi. Et ces gens-là sont des VRP de financiers, quoi. Enfin, d'ailleurs, en termes économiques, c'est dramatique, mais en termes de politique étrangère, depuis Macron, c'est plus que dramatique, quoi. La voix de la France, elle avait quand même un peu de poids, quoi, tu vois. Il y avait des ministres des Affaires étrangères, même sous Villepin, c'était, tu vois, il y avait un discours à l'ONU, quoi. On peut, mais là aujourd'hui, quoi, je veux dire, on se fait, là, le conflit entre Israël et Palestine, la France est devenue un paillasson, quoi, sur lequel, Il y a un sujet qui évidemment aussi tu connais très, très, très bien. À quel point le lobbying et la corruption, puisqu'on parlait des paradis fiscaux, mais enfin, le cas, c'est des paradis fiscaux, c'est parce que c'est de la corruption des politiques. À quel point la corruption est présente et corrompt notre système politique? elle est présente, partout. C'est-à-dire, quand j'entends un discours enfin, quand je vois Gabriel Attal, j'ai l'image de la corruption, quoi. Il est placé là parce que, alors ça veut pas dire que lui peut-être a pas, en même temps, s'il est pas trop con, il a conscience quand même qu'il est l'instrument de ses pouvoirs financiers, quoi. Macron était chez Rothschild, enfin c'est pas à toi que je vais raconter tout ça, et donc la corruption est dans leurs yeux, dans leurs gestes, dans leurs déplacements, dans leur regard, dans la manière dont ils ont des affidés, enfin et cetera, dans la manière dont il suffit de regarder les médias qui font la promotion de ces politiques-là avec un sérieux et un aplomb considérable pour comprendre que les journaux sont plus les lecteurs qui les font vivre, mais c'est la corruption. C'est-à-dire que les journalistes, ben, c'est ça la presse mainstream, quoi. C'est une presse de propagande. La propagande, elle est là. C'est une propagande d'État. Ou alors, là, tu as un nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant dans le sens où, en termes de quasiment d'ethnologue, quoi, c'est l'émergence du groupe Bolloré, quoi. C'est intéressant de voir comment ce discours a infusé. C'est ce que je disais en début de propos quand je parlais du parallèle avec les années 30, quoi, où là aussi, on était dans un pays qui était très corrompu, et tu as évidemment, on va chasser les migrés, on va chasser les migrants, pardon, et les migrés aussi. C'est vraiment le client facile, on va taper sur lui pour oublier le reste, quoi. Et le reste est tellement édifiant que, voilà, quoi. C'est pour ça que j'en veux beaucoup, moi, aux éditorialistes, et je veux plus rien avoir à faire avec eux. Tu sais, moi, j'étais invité, maintenant je suis plus invité, mais j'étais invité à BFM, j'étais invité chez Hanouna. D'ailleurs, j'ai dit à Hanouna, je préfère me casser une jambe que venir dans vos émissions, quoi. Parce que là, c'est la corruption dans ce qu'elle a de plus laid, parce qu'elle a un physique, elle a des mots, elle a des propos qui sont d'une veulerie, d'une quand tu prends un peu de recul et que tu écoutes, c'est d'une telle enfin, médiocrité, c'est même plus le mot, quoi. Il y a une sorte de salissure quand tu écoutes ça, quoi. Ça te salit le cerveau, ça te salit la tête, et là, tu es dans la propagande, quoi. En plus, quand tu écoutes la manière dont ils défendent, il y a des moments d'anthologie quand même à la télévision. Le truc avec Louis Boyard, là, toute l'engueulade qu'il y a eu, c'était là, tu as un degré de corruption qui n'a jamais été égalé, quoi. Parce que le mec dit: «Mais moi, je suis pas là pour cracher dans la soupe ou pour me mordre la main qui me nourrit, quoi». Donc C'est la corruption qui se cache même plus, en effet, ouais, et donc toi, tu es là, tu te dis: «Bah, c'est pour ça que j'ai fait Blast, moi». Enfin, je suis pas seul, encore une fois, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais, quand tu dînes avec des copains, quand tu es avec des gens, ou quand on débat comme ça gentiment, «Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça?» Donc
Moi, j'étais quelqu'un qui ne. Et d'ailleurs, je débat très très peu. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas envie d'argumenter. Tu as tellement de choses qui te passent dans la tête quand tu dois répondre à une question comme celle que tu me poses là, que tu n'as plus envie de t'énerver ou d'être face à des copains. Tu as des potes qui vont te dire des conneries sur le. Tu peux avoir des sujets comme ça, mais moi, j'ai plus envie de débattre. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille. C'était l'histoire des gilets jaunes, il faut que j'aille défendre ces gens-là. Moi, je suis très gilet jaune, quoi. Même si je ne vais pas manifester, et cetera. Mais mon gilet jaunisme à moi, c'est d'avoir créé Blast. Avant, j'étais un peu dans un autre média qui m'a aussi ouvert j'ai aussi ouvert les yeux sur ce monde-là, la manière dont on a traité ces mouvements populaires. Là, il y a eu on est dans un état policier. Macron tient par sa police, quoi. Et, les militaires et les policiers sont les fonctionnaires les mieux payés actuellement en ce moment. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une. On peut pas dire qu'on soit dans une dictature, mais putain, ça ressemble à un État libéral autoritaire qui est très très violent, quoi. Quand tu Ça vois qu'on prépare la va. suite, oui, en effet. Voilà. Et donc, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je pense que un jour, on va être victime de ces censures-là aussi. Plus on va devenir important, plus on va être censuré, Oui, quoi. parce Et qu'il ça tient va par la être police et compliqué. il tient par les médias, comme tu dis, en effet, dont on voit la propagande sans fin. En effet, ton exemple est assez amusant sur Attal, oui, de voir comme il traite avec sérieux. Mm. Enfin, tu as compris que demain, s'il nomme Picsou, on va avoir un Picsou dont c'est vraiment sérieux. Ah, c'est très original. Regardez, il était très bien quand même. Enfin, comme si le type est raisonnable, c'est normal qu'il soit là. Enfin, c'est proprement stupéfiant. J'ai une dernière question, parce que tu as fait un livre fort intéressant sur BlackRock. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit et pourquoi on entend aussi peu parler de ça? Mais BlackRock, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. Ils sont présents partout. Je pense que tu prends toutes les sociétés du CAC 40 en France aujourd'hui a comme actionnaire BlackRock, quoi. Et Larry Fink, Oui, et à des niveaux de 5 ou 10 oui, c'est pas ouais, juste une petite péquille, non, ça commence à être, total, être ouais, un ouais. fonds qui a une influence dans à Bah, peu près toutes les c'est-à-dire, boîtes. Oui. je sais qu'il y a à un moment, dans le bouquin, j'avais fait une enquête un peu pays par pays et partout, que ce soit en Italie, en Allemagne, à Berlin, l'immobilier, c'est BlackRock, en France, Total, c'est BlackRock, je veux dire, et Larry Fink, le greenwashing, il connaît, c'est-à-dire que en même temps, il investit beaucoup dans l'industrie pétrolière, les manias du Texas, c'est Larry Fink, et cetera. Et Larry Fink qui a commencé tout petit, enfin, je veux dire, c'était un financier qui faisait qui gagnait correctement sa vie. Il a fait une faillite et là, il s'est refait avec BlackRock et c'est devenu un des hommes les plus puissants du monde, quoi. Donc, j'avais fait ce livre qui était une sorte de, oui, j'ai appelé Salarié moi parce que j'avais une approche assez naïve. J'essaie d'expliquer d'une manière assez pédagogique ce qu'était BlackRock, pourquoi c'était important, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, BlackRock et Larry Fink ont plus de pouvoir que Macron, quoi. Et d'ailleurs, je raconte dans le livre que le premier invité de Macron, quand Macron a été élu en mai, président de la République, je crois que c'est début juin, Larry Fink est venu avec visiter Macron, quoi. Donc il donne le là, quoi. C'est quelqu'un de très important, Larry Fink, et qui, voilà, quoi, alors il a je parle de ces batteries d'ordinateurs, je ne sais plus dans quel état où l'électricité est moins chère aux États-Unis. Il, c'est ça qui fabrique la finance, les investissements. C'est plus important que Google, quoi. Ils ont une matrice qui permet d'investir dans les marchés financiers. C'est BlackRock qui à la fois juge et partie, quoi. Donc Et c'est quoi la conséquence négative de tout le ça? problème, c'est que c'est tu sais, qui avait fait ce livre sur le capitalisme autophage, le capitalisme qui se mangeait lui-même. Mais BlackRock est forcément obligé de grandir parce que le jour où il y a plus de croissance, BlackRock s'effondre, mais les États-Unis s'effondrent. Aujourd'hui, un des premiers problèmes, c'est la dette américaine, comme tu le sais. Et donc, BlackRock est le plus gros financeur de la démocratie, enfin de la Fédérale Réserve a besoin de BlackRock. C'est BlackRock qui finance la Fédérale Réserve, quoi. Le fonds de garantie qui permet à l'Amérique de tenir, c'est BlackRock, quoi. Et donc, c'est un conseil d'administration avec les plus gros fonds de pension, etc. Au départ, ça naît avec l'argent des retraités américains, enfin, etc. Ils ont surmonté 2008 et la crise des subprimes. Pour aujourd'hui, alors je sais pas, c'est aujourd'hui, ça a pris tellement d'ampleur que le pouvoir est là, quoi. Alors après, tu dis ça, tu passes pour le conspi de service, quoi. Mais quand même. Ouais, c'est des accusations qui sont pénibles parce qu'elles empêchent finalement des débats sérieux. Bah oui.
Et puis après, c'est toute l'importance de la finance, grise, l'argent des paradis fiscaux et cetera. Pourquoi la France est le pays qui a dû le plus grandir ses milliardaires? C'est parce on a mis en place un État et des dirigeants qui facilitent ça. C'est un peu triste, hein, pour finir, de voir qu'il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'évolution depuis l'appel de Genève. Le juge Renaud Van Ruymbeck nous a quittés il y a quelques jours. Ouais. C'est un peu triste. Est-ce qu'on va jamais y arriver à reprendre le pouvoir là-dessus? J'ai fait un texte, à la mort de Renaud. L'affaire Clearstream nous avait séparés tous les 2, pour des raisons que j'explique un tout petit peu dans mon texte. Mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, enfin, je veux dire, j'étais très proche de lui, on était très amis et Renaud m'a beaucoup aidé quand j'étais journaliste et puis j'ai essayé de voilà, on s'est fait prendre tous les 2 dans une sorte d'énorme complot d'État et au moment de son décès, j'ai retrouvé et je vous invite d'ailleurs, si vous vous connectez sur Blast, vous voyez dans mon texte, dans les appendices du texte, j'ai mis une vidéo de 5 minutes qui est le discours en 98 de Renaud Van Ruymbeck sur les bancs de de la Commission européenne. Et il parle pendant 5 minutes des paradis fiscaux, de l'évolution du monde, et cetera. Et son discours est d'une très grande acuité et tu peux le reprendre aujourd'hui. Il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que jamais les paradis fiscaux n'ont été aussi florissants, malgré l'OCDE, malgré les tentatives, et cetera. Mais parce que le vrai pouvoir est là-bas. Le vrai pouvoir, quand tu veux aujourd'hui vendre des armes, vendre du nucléaire, et cetera, tu passes par des deals qui sont cachés, quoi. Et puis tu as tout ce qui est l'écume, ce qui apparaît dans les médias et puis derrière, tu as l'argent, le voilà, je veux dire les oligarques et cetera. Donc faut et après c'est un tout à l'heure tu disais, qu'est-ce qui est difficile à informer? Ça, c'est difficile à informer parce que dès que tu vas moi, les seules fois où j'ai eu vraiment la trouille dans ma vie, c'est pas tellement il y a eu Clearstream, il y a eu des pressions et cetera, mais c'est quand j'ai touché au crime organisé, quoi. Où là, tu te dis: «Bon, je vais pas y aller parce que je vais me prendre une balle, quoi» et en même temps, je suis pas suicidaire, quoi, donc à un moment donné, tu y vas pas et je pense à, il y a j'ai eu des tas d'histoires dans ma vie, mais l'une d'elles, c'est la Marie Laforêt, qui était venue me voir à Metz, qui avait épousé un mafieux et qui m'avait donné pas mal d'informations. J'avais commencé à travailler et là, il y a eu des menaces de mort. C'est les menaces les plus réelles. Elle le sait ça, elle et d'ailleurs, je m'en suis excusé auprès d'elle. J'ai pas pu y aller parce que, elle avait raison dans ce qu'elle m'avait parce qu'elle a l'air un peu fofolle comme ça quand tu la vois, mais elle s'est fait prendre dans une affaire mafieuse et ça, c'est des sujets, et ces gens-là ont accès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives dans un univers, on va dire le monde de l'entremise, c'est comme ça que dans une certaine littérature on l'appelle. C'est un endroit où tu retrouves des mafieux, mais tu retrouves aussi des banquiers, tu retrouves des politiques et cetera. Il y a des zones grises comme ça sur la planète et le crime organisé est très présent dans en France, il y a eu toute cette série d'articles sur les narcotrafics, mais ces gens-là ont besoin d'outils financiers pour exister, pour transférer leurs fonds, et cetera. Et quand tu commences à enquêter là-dessus, si tu touches à ces zones-là, là, ça devient très dangereux, quoi. Et donc moi, avec Clearstream, j'ai effleuré ça. Mais ces gens-là, en tout cas ces banquiers mafieux, ils ont besoin de ces outils d'une chambre de compensation. Il y a rien de plus officiel que ça, quoi. Ils ont un siège social, ils appartiennent à des groupes organisés, constitués et cetera, mais il y a toute une zone grise, quoi. Et quand tu commences à toucher à ça, ben, tu risques ta vie, quoi. Donc tu y vas pas ou alors tu y vas à fleur et moucheté, quoi. Tu restes un petit peu éloigné de ce truc et autrement, on t'envoie des généralement, quand tu touches à ces affaires-là, on t'envoie même pas de signaux. C'est toi-même qui comprends que si tu franchis ce pas là, ça devient dangereux pour toi, donc il vaut mieux pas y aller, quoi. Donc c'est des choses que j'ai appris avec avec le temps, mais il y a aucun courage, hein, de ma part, particulier. C'est ce que je disais tout à l'heure, à un moment donné, quand tu refuses toi-même la corruption et que tu sais qui tu es, bah, tu y vas pas, c'est tout, quoi et après, moi, je donne pas de leçons de morale, quoi, mais je sais ce que c'est qu'être journaliste, donc je sais, il y a des fois j'y vais, il y a des fois j'y vais pas. Tes propos me rappellent pour finir, tiens, on va vous mettre le lien vers l'interview de Bruno Gassio qu'on a reçu il y a quand même quelques temps, Mon copain, qui a raconté
ici, comment Canal+, quand il était auteur des Guignols, Ouais, payer un agent de la a DGSE. payé Mm. pour faire un plan pour l'assassiner, parce qu'il posait des problèmes, parce que c'était aussi un militant un peu syndical, quoi, il organisait les problèmes. Il n'a pas été mis à exécution, mais enfin, voilà, le plan existe et on l'a publié d'ailleurs sur Elucide. Allez voir, c'est une histoire assez hallucinante. Bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je te remercie vraiment d'être venu, parce que ta parole est quand même assez rare, comme tu disais. Donc, merci de ta confiance. Je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Je pense à un auteur américain qui est connu de certains, mais vraiment pas suffisamment, de beaucoup de monde, c'est Richard Brotigan. C'est-à-dire, c'est rare un tel plaisir de lecture, quoi. Tous les livres de Richard Brotigan sont magiques et moi, il m'est arrivé souvent la nuit de rire d'histoires racontées par Richard Brotigan. Richard Brotigan est un auteur du mouvement un peu flower power, hippie américain, San Francisco, les années 60 et il a écrit des livres, qui sont, je sais pas, je peux pas tous les citer, mais Tokyo Montana Express, par exemple, où il raconte son voyage au Japon. Brotigan, moi, c'est l'auteur qui me fait le plus rire. Il est assez peu connu, il est oublié aujourd'hui et donc il y a un de ses livres qui est un livre de nouvelles, qui s'appelle La vengeance de la pelouse et il raconte, une pelouse dans la maison de sa grand-mère et avec toute cabossée et cetera, où les gens se cassent la gueule et c'est la vengeance de la pelouse. C'est plein de petites histoires comme ça et moi, Brotigan, il y a eu un avant, un après, donc j'ai lu tout Brotigan. Il a écrit des poèmes, il a écrit, Un privé à Babylone, qui est l'histoire d'un flic qui, qui est enfin d'un flic, d'un détective qui est complètement fauché et qui va passer le roman à essayer d'acheter des balles pour son revolver. Mais en même temps, il fait 300 pages et ça s'appelle Un privé à Babylone. Et bon, voilà, après, vous allez vous tapez Brotigan et tout est bon chez Brotigan.